Bonjour! Aujourd'hui, on va s'intéresser au voyage incroyable qui se cache derrière presque chaque objet de notre quotidien. On va partir de la roche brute, celle qui est enfouie à des kilomètres sous nos pieds, pour arriver jusqu'au métal raffiné qu'on a entre les mains. Bref, on va décortiquer l'histoire de l'exploitation minière. Prenons un objet tout simple, comme cette canette. L'aluminium qui la compose, il a commencé sa vie au cœur d'une montagne. La question c'est comment a-t-il fait tout ce chemin? Et cette question qui a l'air toute bête nous ouvre en fait les portes d'un processus industriel et scientifique absolument colossal. Alors, avant même de commencer à creuser, il y a une étape cruciale, savoir ce qu'on cherche. Et ce n'est pas aussi simple que de trouver une pépite d'or qui brille au soleil, hein. Non, le vrai défi, le défi fondamental, c'est de trouver un endroit où les minéraux sont suffisamment concentrés. Le terme clé ici, c'est gisement de minerais. Et dans cette définition, la partie la plus importante, c'est économiquement viable. Pourquoi? Parce qu'on pourrait trouver des traces de cuivre un peu partout sur la planète, mais la plupart du temps, c'est en si petite quantité que ça coûterait une fortune de les extraire, bien plus que leur valeur. L'objectif, c'est donc de trouver les endroits où la nature a en quelque sorte déjà fait une partie du travail de concentration pour nous. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un gisement de cuivre classique. La teneur en métal pur est de, tenez-vous bien, seulement 0,5%. Oui, 0,5%, c'est moins de 1%. C'est vraiment une proportion minuscule. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire que pour obtenir un seul kilo de cuivre, il faut extraire et traiter 200 kilos de roche. C'est l'équivalent du poids de 2 hommes adultes en pierre pour obtenir un tout petit lingot de métal. Ça donne une petite idée de l'ampleur de l'opération, n'est-ce pas? Mais alors, comment la nature fait-elle pour créer ces concentrations? Eh bien, ces gisements ne sont pas du tout le fruit du hasard. Ils sont le résultat de cycles géologiques absolument titanesques qui s'étalent sur des millions, voire des centaines de millions d'années. C'est comme une danse lente et hyper puissante, faite de chaleur, de pression et de temps, qui va trier et concentrer les éléments chimiques pour créer ces fameuses poches de richesse minérale. Bon, maintenant qu'on sait comment ça se forme, comment est-ce qu'on les trouve, ces gisements? Alors là, il faut oublier l'image d'Épinal, du vieux chercheur d'or avec son tamis. Aujourd'hui, c'est une véritable chasse au trésor high-tech qui se déploie sur des territoires immenses. Ce qui est vraiment fascinant, c'est cette approche en entonnoir. On commence très large, avec des images satellites qui couvrent des milliers de kilomètres carrés, puis on resserre. On affine la recherche avec des avions, puis des analyses au sol, pour finalement aboutir à une cible de forage qui fait à peine quelques mètres de large. Chaque étape permet d'éliminer les zones les moins prometteuses. J'adore cette analogie, elle est parfaite pour expliquer pourquoi le forage est absolument indispensable. Un levé géophysique, ça peut dire qu'il y a un muffin sous terre. Mais seul un échantillon, une carotte de forage, peut nous dire combien de baies il y a dedans et où elle se trouve. C'est ça qui fait toute la différence entre une simple ressource potentielle et une réserve qu'on peut vraiment exploiter. Ok, le gisement est confirmé. Super. Maintenant, le défi change complètement d'échelle. Il ne s'agit plus de trouver, mais bien d'extraire. Et c'est là qu'on commence, littéralement, à déplacer des montagnes. En gros, il y a 2 grandes méthodes. Le choix entre une mine à ciel ouvert et une mine souterraine, ça dépend entièrement de la forme et de la profondeur du gisement. Est-ce qu'il est large et proche de la surface, ou est-ce qu'il est étroit et profond? Dans le premier cas, c'est une opération de terrassement géante. Dans le second, ça ressemble plus à la construction d'une ville souterraine. Pour vraiment saisir l'échelle de tout ça, ce chiffre est assez parlant. 100 000 litres par minute. C'est le volume d'eau qu'une seule grande mine à ciel ouvert, comme celle de Cortez au Nevada, doit pomper en permanence, 24 heures sur 24. Et ça, c'est juste pour éviter que l'immense fosse ne se transforme en lac. C'est un défi d'ingénierie colossal dont on n'entend presque jamais parler. Bon, on a extrait des tonnes de roches. Maintenant, comment on en sort la richesse? C'est l'étape de la transformation. On entre dans une sorte d'alchimie industrielle, où la chimie et la physique font permettre de séparer, comme on dit, le bon grain de l'ivraie. Juste pour rappel, notre point de départ, c'est ça. Du minerai brut, qui est composé à 99,5% de roches sans aucune valeur, ce qu'on appelle la gangue. Le but de tout le processus qui va suivre, c'est donc de se débarrasser de cette gangue le plus efficacement possible. Et pour ça, il y a un procédé qui est franchement absolument génial. La flottation par moussage. L'idée, c'est d'utiliser les propriétés chimiques des minéraux pour les faire réagir différemment dans l'eau. En gros, on ajoute un produit qui va rendre les particules de cuivre hydrophobes, c'est-à-dire qu'elles vont détester l'eau. Du coup, elles vont s'accrocher à la première bulle d'air qui passe pour s'échapper et remonter à la surface. Pendant ce temps, le reste de la roche, qui adore l'eau, reste tranquillement au fond. L'analogie avec le savon est vraiment parfaite pour comprendre comment ça marche. Ce fameux produit chimique, le collecteur, il agit comme un détergent. Il a une tête qui s'accroche au cuivre
et une queue qui, elle, fuit l'eau. Et cette queue va s'agripper à la première bulle d'air qui passe et hop, elle emporte la particule de cuivre avec elle vers la surface. C'est simple et c'est brillant. Et voilà le résultat. On est passé d'une roche qui contenait 0,5% de cuivre à un concentré qui en contient 25%. C'est une augmentation de la concentration de 50 fois. 50 fois. Ce concentré est ensuite envoyé dans une fonderie pour les toutes dernières étapes. Mais le plus gros du travail de séparation est fait. Alors tout ça c'est bien beau, mais quel est l'avenir de ce secteur? Les défis sont énormes, parce qu'après des siècles d'exploitation intensive, les gisements les plus faciles et les plus accessibles, eh bien ils ont déjà été trouvés. C'est la grande question. Faut-il creuser toujours plus profond, chercher dans des endroits toujours plus reculés et plus difficiles d'accès? Ou est-ce qu'il faut carrément repenser la manière dont on obtient nos matériaux de base? Sommes-nous dans une impasse? Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Et si la réponse ne se trouvait pas dans des machines plus grosses, mais dans la biologie? Ces pistes, on dirait qu'elles sortent tout droit d'un film de science-fiction, et pourtant elles sont très sérieusement étudiées. Utiliser des bactéries qui mangent la roche pour libérer les métaux, des plantes qui aspirent les métaux du sol, ou même analyser ce que les termites ramènent à la surface pour trouver de l'or. Ce sont des approches radicalement nouvelles. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. L'avenir de l'exploitation minière ne réside pas forcément dans la force brute, dans des machines toujours plus grosses et des fosses toujours plus profondes. Il se trouve peut-être dans la finesse, dans l'intelligence de la nature et de la biotechnologie.